Eh bien, du coup, tout d'abord, pour commencer, merci d'être présent pour cette conférence. Aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu de tout ce qui va être vie privée, OPSEC, également des différentes menaces qu'on va pouvoir retrouver. Et plus globalement, on va aussi aborder tout ce qui va être la méthodologie de création de ce qui s'appelle un threat model. Mais avant... Hop. Ouais, désolé pour le petit... mais d'abord, quand on parle de vie privée, en fait, qu'est-ce que la vie privée et pourquoi surtout la vie privée? Bah, étant donné que vous êtes à peu près tous chez Epita, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus ultra connecté. Donc, soit sur un plan social, avec tout ce qui va être les réseaux sociaux, les applications de messagerie, etc. Mais également, plus généralement, avec tout ce qui va être l'IoT, donc IoT ou Internet of Things, ça va être tous les objets connectés, donc comme par exemple les montres connectées, les frigos connectés, etc. Ce faisant, on va avoir une génération quand même assez massive de données, et également de métadonnées. Donc les métadonnées, ça va être des données à propos des données, comme par exemple, vous envoyez un message à votre ami, bah, l'heure d'envoi de ce message, l'heure de réception de ce message, ça va être des données à côté des données qu'on va venir appeler métadonnées. Étant donné du coup qu'on a énormément de données, on va avoir pas mal de dangers vis-à-vis de ces données. On va en noter deux grands. Donc la première, c'est que si on a une fuite de ces données, elles peuvent être utilisées à but malveillant. Comme par exemple, si vous avez votre mot de passe de votre mail ou de votre banque qui sort en ligne, bah, après n'importe qui peut l'utiliser pour pouvoir se connecter à ces services-là. Mais également, on va pouvoir avoir de la surveillance de masse sur ces données, donc avec une récupération globale de ces données par des entreprises ou des États à des buts de tracking et de profiling. Un point important, et je pense que ça va être le point le plus important de cette conférence, c'est que vouloir avoir de la vie privée, c'est un droit, et ça ne signifie pas qu'on a quelque chose à cacher. C'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher dans ma galerie que je vais ne pas vouloir montrer ma galerie à la première personne qui va se présenter. Ou alors, c'est pas parce que j'ai des choses à cacher sur mon compte en banque que je vais pas donner le mot de passe de mon compte en banque à absolument tous mes voisins. C'est un peu la même idée, mais en fait, à propos de tous les sujets un peu liés à la donnée. Une fois qu'on a dit ça, en fait, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette conférence? Dans cette conférence, on va dans un premier temps faire un point sur des définitions globales. Donc, la définition, notamment, par exemple, de vie privée, de pseudonymat, d'anonymat. On va également parler un petit peu des différences entre ComSec et OPSEC. Et également, on va parler un petit peu de threat actor et de threat model. Dans un second temps, on va s'attarder sur la méthodologie de création d'un threat actor et d'un threat model, pardon, avec dans un premier temps un point sur les ressources dont on dispose. Dans un second temps, un point sur les adversaires et les différents vecteurs d'attaque que ces adversaires vont avoir. Et dans un troisième temps, les solutions techniques qu'on peut utiliser pour répondre à ces problèmes. Donc, tout d'abord, les définitions globales. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre vie privée, anonymat et pseudonymat? Donc, le principe de vie privée, ça va être de dire que les gens connaissent votre identité, comme par exemple, mes camarades de classe connaissent mon identité, mes voisins connaissent mon identité, mais cependant, ces personnes-là ne savent pas ce que je fais. Comme par exemple, quand je rentre chez moi, bah, ils ne savent pas forcément ce que je fais. Donc ça, c'est la notion de vie privée. La notion de pseudonymat, c'est on sait ce qu'un profil fait, comme par exemple, on sait que une personne avec un tel mail s'est connectée, comme par exemple à YouTube à telle heure, mais on ne sait pas à qui ce profil correspond. Une notion également un peu importante, c'est la notion d'anonymat. Donc la notion d'anonymat, c'est une notion qui est souvent assez mal comprise. Pour la faire simple, la notion d'anonymat, c'est un petit peu comme la notion de pseudonymat, sauf que, en fait, on oublie totalement la partie profil et on a juste des traces qu'on ne peut pas relier les unes avec les autres. Donc, ce faisant, on ne peut pas venir créer de profil, et donc on ne peut pas, par la suite, venir relier potentiellement ces profils à une identité, dans le cas d'un acteur malveillant. Une fois qu'on a dit ça, vu qu'on va parler ici d'acteurs malveillants et de threat model, qu'est-ce que c'est qu'un acteur malveillant? Donc, un acteur malveillant, on va le définir de manière assez simple et intuitive comme une personne ou un groupe de personnes qui n'ont pas un but bienveillant. On va les distinguer en trois grandes parties. Dans une première grande partie, le niveau le plus bas, on va avoir tout ce qui va être les script kiddies, les spammers, les différents brouteurs, etc. Dans un second temps, on va avoir des personnes avec un peu plus de connaissances techniques, comme par exemple des stalkers, des doxers et plus généralement des hackers. Et dans un troisième temps, sur le niveau de danger qui va être le plus élevé, on va avoir les grandes entreprises, comme par exemple ce qui va être les data brokers, et également les États qui pratiquent la surveillance de masse.
Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'un threat model? Donc un threat model, ça va être une liste de l'ensemble des acteurs malveillants qui s'appliquent sur notre personne, la capacité de ces acteurs, la menace qu'ils représentent, et plus généralement, quelles vont être les contre-mesures qu'on va pouvoir apporter pour venir contrer ces acteurs. Au niveau des contre-mesures, on va avoir deux grands champs qui sont intéressants. Donc le premier, ça va être l'OPSEC. Donc l'OPSEC, c'est défini de manière assez formelle comme le processus par lequel les adversaires potentiels peuvent se voir refuser l'accès à des informations sensibles. Pour la petite histoire, l'OPSEC, c'est quelque chose qui a été théorisé durant la guerre du Vietnam par l'armée américaine pour éviter que les soldats Viet Cong puissent avoir accès aux potentiellement plans des futures missions. L'OPSEC, c'est quelque chose qui va en gros se développer sur 4 plans. Le premier, ça va être la minimisation des informations qu'on laisse disponibles. Dans un second temps, on va avoir une consistance dans les habitudes qu'on va pouvoir agglomérer ici avec le maintien des différentes contre-mesures qu'on a mis en place précédemment. Et finalement, ça va être un contrôle des personnes qui ont accès à l'environnement. Parce qu'on peut avoir les meilleurs systèmes de défense du monde, si quelqu'un peut juste rentrer et avoir accès directement aux informations, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que le ComSec? Donc le ComSec, ça va être une sous-branche de l'OPSEC, mais plutôt focalisée sur la partie communication. Ici, on va parler plutôt de compartimentalisation des usages et des différents canaux de discussion, mais également de l'utilisation d'outils dignes de confiance et de chiffrement, et également l'authentification des interlocuteurs avec qui on parle. Parce que si on ne sait pas avec qui on parle, on va par exemple pouvoir se faire avoir par des attaques du style man in the middle. Donc les attaques du style man in the middle, c'est quand on va avoir un opposant qui va venir se placer entre nous et le destinataire de nos messages pour pouvoir lire et potentiellement interagir avec les données qu'on envoie. Donc cette citation, Trust but Verify, c'est une citation qui représente assez bien le milieu de l'OPSEC, à savoir, c'est pas parce qu'on fait confiance à une source, comme par exemple on peut faire confiance à Google, c'est pas pour autant qu'on va pas aller vérifier ce que ces personnes font. C'est pour ça notamment que, mais ça c'est quelque chose qu'on abordera plus tard, on va plutôt se tourner vers des outils qui sont open source et dignes de confiance. Au niveau maintenant de tout ce qui va être threat model et panorama des menaces. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour créer un threat model? Donc pour créer un threat model, on va appliquer une méthodologie, la méthodologie Ravi, avec 4 grands points. Le premier grand point, ça va être quelles sont nos ressources qu'on veut protéger. Dans un second temps, on va s'intéresser à qui sont nos adversaires, quels sont leurs vecteurs d'attaque, et pour terminer, quelles sont les interventions ou quelles sont les contre-mesures qu'on peut mettre en place contre ces acteurs. Au niveau des ressources dont on dispose, on va venir les décomposer en 2 grandes parties. D'un côté, on va avoir les ressources dites physiques, avec par exemple notre adresse personnelle, notre nom, notre prénom, notre liste d'amis et de connaissances, voire même... Ouais. Okay. Okay. Par exemple aussi, quel va être notre lieu de travail, notre lieu d'études. Pour ce qui va être des ressources en ligne, on va par exemple avoir quels sont nos différents mots de passe, quels sont nos différents comptes mail, quels sont les contenus de nos communications, quels sont les différents documents d'identité qu'on va mettre en ligne, et plus globalement, en fait, quels sont les profils qui nous sont associés. Maintenant, quels sont nos adversaires? Donc, on en a parlé rapidement avant, mais on va le décomposer en 3 niveaux. Sur les acteurs de niveau bas, la motivation principale, ça va être le profit. On va avoir des gens avec assez peu de connaissances techniques, potentiellement des personnes qui sauront utiliser des outils assez basiques, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Pour nous prévenir contre ce type de menace, on va pouvoir appliquer des contre-mesures de base, comme par exemple changer régulièrement nos mots de passe, ne pas mettre les mêmes mots de passe partout, éviter de cliquer sur les liens suspicieux et ce genre de choses. Sur les acteurs de niveau moyen, on va avoir tout ce qui va être les stalkers, les hackers, etc. Donc ça va être des personnes avec plus de connaissances techniques, plus de compétences et aussi potentiellement plus de détermination. Au niveau des motivations, ça va être soit le profit, dans le cas par exemple des hackers, soit potentiellement des raisons personnelles, comme par exemple dans le cas de potentiels stalkers ou doxers. Au niveau des contre-mesures qu'on peut mettre en place, on va principalement essayer de mettre en place toutes les contre-mesures qu'on appliquait pour les acteurs de niveau bas, mais en plus on va essayer de compartimentaliser nos différentes données, et on va essayer aussi de séparer nos identités numériques.
Au niveau des acteurs de niveau haut, donc ça va être les acteurs les plus menaçants, on va avoir deux grandes parties. On va avoir tout ce qui va être les entreprises privées, avec par exemple les data brokers, dont le but va être d'agglomérer des données dans le but de les revendre plus tard. Et d'un autre côté, on va avoir les États qui pratiquent la surveillance de masse. Au niveau de leur motivation, ça va principalement être pour les premiers le profit, et pour les deuxièmes, une approche plus sécuritaire. Au niveau de leurs capacités, c'est des capacités qui sont en fait assez énormes. On parle de capacités de surveillance de masse, comme par exemple aux États-Unis, il y a une entreprise qui s'appelle Flock Safety. Donc c'est une entreprise privée qui a installé dans les villes des centaines de milliers de caméras de surveillance. Ces caméras de surveillance ont pour but de lire les plaques minéralogiques des voitures qui passent. Et en fait, plus globalement, à travers de ça, en fait, ils vont pouvoir traquer qui se déplace, quand, où et comment au travers des différentes villes américaines. Au niveau des États, ils vont avoir accès à toutes les données des entreprises privées, donc sur demande. Ils vont avoir également d'autres accès, comme par exemple des accès à des communications non chiffrées, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Également, ils pourront mettre en place des surveillances dites physiques. Au niveau des différentes contre-mesures, en fait, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, on peut juste essayer de réduire au maximum notre empreinte digitale et espérer ne pas tomber dans leur cible, dans leur viseur. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les vecteurs d'attaque de ces différents attaquants? Donc, d'un côté, on va avoir tout ce qui va être brèche et vente de données. Donc, ça va plutôt concerner les acteurs de niveau bas et moyen, avec du coup des fuites d'informations personnelles qui vont intéresser plutôt ce qui va être les stalkers et les doxers, mais également l'utilisation malveillante des données qui ont été... Pardon. L'utilisation malveillante de ces données du coup qui sont sorties en public, avec par exemple un arnaqueur qui va pouvoir aller récupérer les différents emails, avoir une petite idée des caractéristiques psychologiques de la personne pour pouvoir mieux l'arnaquer par la suite. On va également avoir la connexion entre différentes identités digitales, donc ça c'est plutôt pour les acteurs de niveau haut, qui vont pouvoir, à partir de profils déjà existants, connecter ces profils entre eux afin de lier des activités qui auraient dû rester séparées. On va également avoir la création de profils plus précis qui pourront à terme servir à détecter potentiellement encore plus de données. Comme par exemple, on sait qu'à partir d'une certaine quantité de texte écrit par un utilisateur, on peut savoir de manière plus ou moins précise si un texte ou pas a été écrit par l'utilisateur. Au niveau de tout ce qui va être surveillance de masse, on va avoir trois grands vecteurs d'attaque, savoir la censure des acteurs malveillants, également l'emprisonnement des potentiels opposants. Donc ça, c'est pas vraiment dans nos démocraties actuelles, mais c'est des choses qui arrivent dans des pays un peu moins démocratiques. Et également un suivi quotidien des personnes, donc ça, que ce soit au travers des caméras de surveillance à reconnaissance faciale, ou directement en utilisant nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Donc, il y a deux exemples que j'aimerais aborder, histoire d'illustrer ça. Donc, le premier, ça va être Chat Control. Chat Control, donc ici, on va parler de la version originelle de Chat Control. Ici, au niveau du QR code, vous avez le lien vers l'article légal, au cas où ça vous intéresserait. Dans les faits, Chat Control, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une proposition du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne qui va concerner un ensemble de règles pour lutter contre les abus sexuels sur mineurs. Plus généralement contre les contenus dits CSAM. Dans les faits, en quoi est-ce que ça consiste? Donc, en quoi est-ce que ça consistait plutôt? Donc, dans le texte original, ça consistait en du client-side scanning, donc de l'analyse côté client par des IA, des messages et des différentes photos et vidéos envoyées. C'était également du hash match. Donc, le hash match, en fait, le hash, il faut imaginer ça un peu comme une sorte d'identifiant pseudo-unique, parce qu'il y a un nombre de hash limité pour un nombre de données illimité. Donc on va parler d'identifiant pseudo-unique, qu'on va pouvoir lier à une donnée, pour après pouvoir par la suite l'identifier. On parle également de collection de masse des métadonnées pour savoir quel message a été envoyé par qui, vers quel destinataire, pour par la suite, si jamais il y a eu un problème avec ces messages, pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé. Une fois qu'on a dit ça, en fait, quels sont les différents problèmes qu'on trouve avec Chat Control?
Déjà, c'est un texte qui, selon le Charter of Fundamental Rights de l'Union européenne, donc ça c'est un texte qui a été signé par tous les pays de l'Union européenne, en fait c'est un texte, chat control, qui est illégal. On viole en effet les articles 7 et 8 du coup de ce texte, donc qui concernent la vie privée et le droit de gestion de ces données. On crée également un précédent en autorisant ça, parce que si on a des violations sur ces articles-là, on pourrait potentiellement avoir des violations sur d'autres articles de ce texte qui sont plus importants. Plus généralement, on va également avoir un risque de mauvaise classification des données, comme par exemple, ce serait dommage que vos messages soient détectés comme ayant des contenus CSAM, alors que pas du tout. Un deuxième exemple assez intéressant, je trouve, c'est l'exemple du Patriot Act et plus généralement de toutes les lois, donc que ce soit la FISA 702, etc., qui sont passées par la suite. Donc le Patriot Act, c'est une loi qui a été passée au Sénat américain en réponse aux attentats du 11 septembre et qui était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Globalement, en fait, ce que cette loi permet, c'est, entre autres, parce que cette loi est assez large, mais elle permet entre autres d'accéder aux données cloud stockées dans n'importe quel fournisseur de cloud américain, et ce, de manière directe, donc sans chiffrement, mais également un accès à toutes les métadonnées qui vont être autour de ces données, et également une interdiction en fait de pouvoir prévenir l'utilisateur, c'est-à-dire le gouvernement américain peut, si vos données sont sur le cloud de Google, Microsoft, etc., demander un accès déchiffré à ces données et empêcher la société en question de vous avertir que cette requête a eu lieu. Donc ici, au niveau des différentes problématiques qu'on retrouve, on retrouve également une violation des articles 7 et 8 du Charter of Fundamental Rights de l'Union européenne. On crée également un précédent. Encore une fois, il y a le risque d'une mauvaise classification par des IA, parce que, étant donné que les données récupérées au travers de ce processus sont assez énormes, c'est pas forcément toujours des humains derrière qui viennent analyser ces données. Et plus globalement, on va avoir une centralisation des données, ce qui est assez problématique quand on sait que le gouvernement américain n'est pas une instance infaillible. On a notamment pu voir ça avec l'affaire des shadow brokers. Donc les shadow brokers, c'est un groupe de hackers qui a piraté la NSA et qui a réussi à faire sortir tout un tas de documents et d'outils internes. C'est notamment grâce à ce groupe qu'on a eu accès à des outils tels que Eternal Blue. Une fois qu'on a dit tout ça, en fait, quelles sont les différentes interventions qu'on va pouvoir mettre en place, quelles sont les différentes contre-mesures. Donc, on a défini 3 grands points précédemment, à savoir la brèche et vente de données, la connexion entre les identités et la surveillance de masse. Donc, pour le premier cas, on va principalement venir utiliser des outils locaux, à savoir qui font tourner, qui n'envoient pas nos informations à l'extérieur de nos systèmes. On va également faire tourner régulièrement les différents mots de passe qu'on a, donc pour éviter les menaces de niveau bas et moyen. Et finalement, on va utiliser des mots de passe différents pour chaque compte. Pour ce qui est la connexion entre les identités, on va venir compartimentaliser les différentes informations. Donc ça, j'y reviendrai un chouïa plus tard dans la partie qui va venir, quand je parlerai des solutions techniques. On va également venir différencier nos différentes traces en ligne, donc que ce soit en utilisant par exemple des VPN, des différents user agents ou ce genre de choses. Et on va venir réduire nos identificateurs formels. Donc, ce que j'appelle identificateurs formels, ça va être les choses qui nous sont reliées directement. Typiquement, ça va être par exemple notre adresse IP, qui, au travers d'une simple requête à notre fournisseur d'accès, peut être reliée directement à nous. En ce qui concerne la surveillance de masse, on va venir utiliser des outils open source, donc en source ouverte, histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas de backdoor ou de code malveillant dedans. On va venir utiliser des chats end-to-end encrypted, donc c'est des chats pour lesquels même la société qui fournit ces services-là n'a pas accès à nos messages. On vient donc éviter ainsi, par exemple, la possibilité qu'un quelconque État puisse venir demander le contenu de nos communications. On va également pouvoir potentiellement venir chiffrer les disques, donc ça c'est une mesure un peu plus avancée, dans lequel on s'exposerait plutôt à des attaques de type physique. Et on va globalement ne pas utiliser tous les services qui collectent massivement des données, tels que par exemple Google, Meta, et voilà. Un bon exemple du coup, qui permet de rassembler un peu tout ça, ça va être GrapheneOS. Donc GrapheneOS, qu'est-ce que c'est? GrapheneOS, ça va être un OS pour téléphone portable qui est sécurisé, avec un durcissement avancé d'Android, qui est entièrement open source également.
et avec une gestion des paramètres assez avancée, ce qui nous permet en fait de vraiment pouvoir moduler cet outil à ce qu'on veut en faire. C'est également intéressant de noter que sur le marché, c'est les personnes avec les mises à jour de sécurité les plus rapides. Graphene OS, c'est également un OS qui est assez intéressant pour tout ce qui va être la partie compartimentalisation. En effet, les applications les plus sensibles vont tourner en sandbox, comme par exemple tout ce qui va être la caméra, la localisation, le microphone, tout ça c'est sandboxé. On va pouvoir venir couper totalement l'accès à ces sandbox depuis l'appareil. On va également avoir la création d'environnements différents pour chaque application. Comme ça, les différentes applications n'ont pas forcément accès les unes aux autres, ce qui peut être, dans le cas d'installation d'une application malveillante, plutôt pratique. On va également avoir une lutte assez stricte contre les trackers, et on va avoir un système de multiprofil. Donc le multiprofil, ça va être comme si on avait plusieurs téléphones différents, ça va être à chaque fois des sortes de boîtes totalement différentes, chiffrées et qui n'ont aucun lien entre elles. Au niveau de la lutte contre la surveillance de masse, c'est intéressant de noter que Graphene OS, c'est un OS qui est livré de base sans aucun service de Google. Quand bien même on voudrait installer le service Google pour une raison X ou Y, ces services seraient totalement sandboxés et n'auraient pas accès à l'appareil, comme c'est le cas, par exemple, sur les téléphones Android classiques. On va également avoir une réduction des métadonnées qui sont envoyées, un chiffrement robuste des données, donc que ce soit un chiffrement du disque ou même un chiffrement de ce qui se passe sur le téléphone. Comme par exemple, un outil assez utilisé par les forces de l'ordre, c'est la fameuse mallette Celebrite. Donc c'est une mallette qui, si on la connecte à un iPhone ou à un téléphone Android classique dans un état après premier déverrouillage, en fait, c'est un outil qui va pouvoir venir récupérer tout un tas de données, comme par exemple la liste de contacts, les messages disponibles sur l'appareil, les différents médias, etc. C'est intéressant de noter que c'est un outil qui ne marche absolument pas sur Graphene OS. Plus globalement, on va pouvoir gérer totalement notre connectivité, donc on va pouvoir gérer presque paquet par paquet ce qui se passe. En conclusion de cette conférence, du coup, la vie privée, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Même si on ne le souligne pas assez, ça reste quand même un droit fondamental et presque un devoir, parce que c'est pas parce que nous, actuellement, on n'a pas forcément, on n'est pas exposé à des menaces qui sont énormes, que les générations futures ne le seront pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas les acteurs malveillants actuellement que ces acteurs malveillants n'existent pas. Pour citer Edward Snowden, dire qu'on ne s'intéresse pas à la liberté d'expression, dire qu'on ne s'intéresse pas à la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher, c'est un peu comme dire qu'on se fiche de la liberté d'expression parce qu'en fait, actuellement, on n'a rien à dire. C'est quelque chose qui peut paraître assez déroutant quand on le dit comme ça, mais en fait, ces deux concepts vont assez bien ensemble. Écoutez, si vous avez des questions, et merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde. J'ai pas compris ce que ça signifiait quand tu expliquais on a fait ou créé un précédent lorsque tu parlais de, par exemple, chat control et le Patriot Act. Alors, ce que j'entends par créer un précédent, c'est que on a défini des textes de loi quand même assez précis. Et en fait, si on se permet actuellement de bafouer ces textes de loi sur, par exemple, les articles 7 et 8, en fait, il n'y a rien qui nous empêche de dire que, vu qu'on l'a déjà fait une fois, on ne peut pas le refaire par la suite. Et pour le coup, il y a d'autres articles, comme par exemple l'article 2 qui garantit le droit à la vie à tous les citoyens européens, qui est assez important. Donc, en fait, si on se permet de bafouer certains articles, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en bafouer d'autres? Si on crée un précédent en disant que certains articles ne sont pas importants, en fait, à terme, qu'est-ce qui pourrait se passer, quoi? C'est ça l'idée de créer un précédent. Aussi, je vais rajouter à ça qu'on peut se dire, par exemple, chaque contrôle, c'est là pour protéger les enfants à tous les attentes, comment est-ce qu'on peut être contre ça? Donc, c'est important de se dire aussi qu'une fois que tout le framework, tout a été mis en place pour pouvoir scanner les messages, une fois que ça existe, c'est extrêmement facile et ça arrive très souvent dans le passé de
généraliser ça, ensuite on va se dire, on fait ça pour le terroriste, et puis de fil en aiguille, on arrive à surveiller aussi les ennemis de l'État, voire des journalistes, et à la fin ça finit à avoir une surveillance de masse à partir de quelque chose qui semblait comme une bonne intention. Et aussi pour beaucoup de crimes de genre, le problème qu'on a actuellement, c'est pas un manque d'informations. Beaucoup d'attentats qui ont pu être commis étaient déjà, c'était commis par des individus qui étaient déjà repérés par les services de renseignement, mais qui, pour certaines raisons, notamment des manques de moyens opérationnels, n'avaient pas été appréhendés ou empêchés de faire ce qui s'est passé. Donc souvent, le problème, c'est pas un manque d'information, et de dire avec plus d'informations, on peut empêcher ces crimes, et généralement trompeur, parce que ça amène plus à de la surveillance de masse que des vrais. Oui, bah, en effet, et ça c'est quelque chose qu'on ne remarque pas notamment sur la lutte contre le terrorisme, mais également par exemple dans le cas de tout ce qui va être les CSAM, en fait il y a pas mal de serveurs qui sont connus comme hébergeants des CSAM, mais sur lesquels les différents services de police en fait ne font rien, soit par manque de moyens opérationnels, soit par manque en fait même de compétences techniques, parce que c'est quand même des choses qui sont assez sensibles. Une fausse manipulation avec un serveur, du coup, va pouvoir détruire potentiellement toutes ces données. Donc, en fait, on est confronté en fait, à des serveurs qui restent très longtemps en ligne, même après leur découverte.